Ravi de vous retrouver pour la saison 6 d'Affaires sensibles, qui commence donc aujourd'hui par l'histoire d'une manipulation mise au point de main de maître par une poignée d'espions britanniques en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Mincemeat. Le 30 avril 1943, au large de Huelva, en Andalousie, un jeune pêcheur repère le cadavre d'un officier anglais, un certain William Martin, qui dérive en pleine mer. Le corps est ramené sur terre, puis confié aux autorités. On découvre alors qu'il transporte des documents confidentiels sur le débarquement à venir des forces alliées en Europe du Sud. Les espions allemands s'emparent des documents et ils apprennent avec stupéfaction que les alliés comptent débarquer prochainement en Grèce et en Sardaigne et non en Sicile comme ils l'imaginaient. L'information évidemment est cruciale, elle remonte donc rapidement jusqu'à Hitler qui change ses plans. Pourtant, le 9 juillet 43, c'est bien la Sicile que les forces alliées envahissent. Alors, les Allemands se sont fait berner. Oui, William Martin était un leurre. Mais qui est-il ? Aujourd'hui encore, l'opération Mincemeat, traduisée cher à pâté, reste un modèle de ruse de guerre inventé par la Grande-Bretagne, le pays d'Europe occidentale qui a résisté à Hitler, un peuple debout du début jusqu'à la fin du conflit et des services secrets dont l'imagination et le courage ont tant contribué à la victoire finale des Alliés. Notre invité aujourd'hui, Yvonique de Noël, historien, éditeur et spécialiste du renseignement, auteur du livre Mémoires d'espions en guerre 1914-1945, paru l'an dernier aux éditions du Nouveau Monde. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mémo de la truite par John Godfrey, directeur des services secrets de la Navy. Tromper l'ennemi en temps de guerre, c'est comme la pêche, et plus particulièrement la pêche à la mouche. Toute la journée, le pêcheur de truite lance patiemment son leurre, change souvent de lieu et d'appât. S'il effraie le poisson, il lui arrive de rester immobile pendant une demi-heure, mais il n'en perd pas de vue pour autant son objectif principal, attirer le poisson. Matin du 30 avril 1943, Andalousie, sud de l'Espagne. Les nuages bas ont assombri la petite plage de la Bota, non loin de la ville de Huelva, et un vent de terre ride la surface de l'eau. Au large, un modeste bateau en bois progresse lentement. À son bord, un jeune pêcheur de 32 ans, José Maria, se tient debout. L'homme est concentré. Il scrute d'un œil rapide chaque mouvement dans la mer à la recherche d'un banc de sardines. En ce printemps 43, la guerre entre dans sa 4e année, mais ici, au sud de l'Espagne, les chars et les bombes ne font pas partie du quotidien. Non, la vie tranquille des gens du coin n'a guère changé et les jours s'écoulent au rythme de la pêche. Vers 10 heures, José remarque une masse à la surface de l'eau. Oh, probablement un cadavre d'animal. Le pêcheur prend sa rame et s'approche. Lorsque la forme devient plus nette, il se fige. Face à lui, le corps d'un homme flotte sur le ventre, mort. Il porte un gilet de sauvetage, jaune, enfilé sur un uniforme de soldat de l'armée anglaise. José tend le bras et retourne le cadavre. Le tableau est effroyable. Le visage est recouvert de moisissures et la peau est brunie, tannée par le soleil. L'odeur est insupportable. Le jeune pêcheur empoigne l'uniforme, puis fait passer le buste dans le bateau, laissant les jambes traîner dans l'eau. Il rame ensuite péniblement, direction le continent. Arrivé sur la plage, José demande de l'aide à un villageois. Les deux hommes portent le corps jusqu'aux dunes. Une mallette noire, reliée au cadavre par une chaîne, traîne dans le sable. À l'ombre d'un pin, les deux hommes couchent le soldat inconnu. Autour du corps, un petit attroupement de curieux se forme. Bientôt, le parfum du romarin est recouvert par la puanteur de la chair en décomposition. Les mouches bourdonnent autour du cadavre. José et les autres villageois ne sont pas surpris. Depuis que les troupes alliées ont débarqué en Afrique du Nord 6 mois auparavant, de nombreux débris militaires s'échouent sur la côte andalouse. Les pêcheurs doivent alerter les autorités. Alors, l'un d'eux part chercher l'officier de garde. Lorsqu'il est mis au courant, celui-ci prévient le commandement de Huelva, une unité de la marine espagnole, est dépêché sur les lieux. On inspecte le cadavre. Dans ses poches, on trouve son identité. L'inconnu a donc désormais un nom. Il s'appelle William Martin.
Il est major dans l'armée navale britannique. On le recouvre d'un drap avant de le transporter jusqu'à la mort de Huelva. José Maria retourne alors sur son bateau et reprend le travail. Le jeune pêcheur andalou ne le sait pas encore, mais il vient d'enclencher une série d'événements qui s'apprêtent à changer le cours de l'histoire. Car en réalité, le cadavre est un imposteur. Le major William Martin n'existe pas, non. Il est un stratagème, monté de toutes pièces par les services secrets britanniques, une ruse destinée à tromper l'ennemi nazi avec de fausses informations. Avec la découverte du corps ce 30 avril 1943, l'opération Mincemeat vient d'entamer sa phase la plus délicate. Mais comment cette incroyable opération est-elle née? Et surtout, quel impact a-t-elle eu sur le déroulement de la guerre? Pour mieux comprendre, il convient de revenir 4 ans plus tôt, en 1939. Le conflit vient tout juste d'éclater, et en Angleterre, un petit ouvrage est édité à l'intention des officiers du renseignement de la couronne. Il est titré « Le mémo de la truite ». Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. Dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère, qui devait prendre fin sur son propre sol. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, et en la paix de leurs vieux jours. En ce 29 septembre 1939, voilà 3 semaines à peine que l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne d'Hitler. Ce jour-là, les principaux responsables du renseignement britannique reçoivent un court manuel, le fameux mémo de la truite. Il est signé par l'amiral Godfrey et probablement par son assistant, un certain Ian Fleming, futur créateur de James Bond. Le texte est un florilège de techniques destinées à berner l'ennemi en temps de guerre. En tout, 51 scénarios qui utilisent la tromperie, la ruse, la désinformation. Parmi les dirigeants qui parcourent le mémo, on trouve un certain John Masterman. Lui, c'est le chef du comité Double Cross, une branche secrète du célèbre MI5, les services secrets anglais. L'officier par ailleurs, auteur de romans policiers à ses heures perdues, s'enthousiasme particulièrement pour l'un des scénarios présentés, le numéro 28. Sous le titre « Une suggestion », on peut y découvrir une idée aussi simple que diabolique, inspirée d'un roman policier. Mémo de la truite, scénario numéro 28. La suggestion suivante est tirée d'un livre de Basil Thomson. Un cadavre vêtu d'un uniforme d'aviateur, dont les poches contiendraient des dépêches, serait largué sur la côte, comme si son parachute ne s'était pas ouvert. Je suppose qu'il n'est pas difficile de se procurer des cadavres à l'hôpital de la Royal Navy. Mais évidemment, le corps devrait être frais. Emballé, John Masterman évoque le scénario auprès de 2 de ses employés, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley. Ces 2-là travaillent avec quelques collègues dans une section du comité, un petit bureau coincé dans un sous-sol mal ventilé de l'Amirauté de Londres, qu'on appelle la salle 13. Dans ce local humide qui sent le tabac froid, on fabrique et on diffuse sans relâche de fausses informations destinées à intoxiquer les services ennemis. La suggestion 28 de ce point de vue est très intéressante, mais pour le moment, elle est mise de côté. En cette année 39, en effet, les Britanniques se concentrent d'abord sur la guerre de position contre l'Allemagne. Il faut dire que pendant les premiers mois du conflit, l'armée allemande semble invincible. En 1940, à Londres et dans toute l'Angleterre, les bombardements de la Wehrmacht terrorisent la population. L'année suivante, après l'attaque de Pearl Harbor, les Américains entrent en guerre. Et début 1943, les Allemands sont vaincus par l'armée rouge à Stalingrad. Les forces de l'Axe, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste faiblissent. Alors, les Alliés veulent en profiter. Ils comptent même reprendre du terrain en Méditerranée. Ainsi, à la fin d'année 42, l'opération Torche est lancée. Les Alliés veulent débarquer en Afrique du Nord, prendre le contrôle de la côte et s'en servir comme base arrière pour ensuite envahir l'Europe du Sud. Le 8 novembre 1942, c'est chose faite. Les Américains et les Britanniques débarquent sur les côtes algériennes et marocaines, comme le rappelle ce reportage de l'ERTF en 1967.
On avait prévu 250 000 hommes. Quand les convois s'ébranlent d'Angleterre, d'Irlande et d'Amérique, ils n'en emportent que 113 000. Les états-majors de l'Axe ont à ce moment même les yeux fixés sur El-Alamein. Montgomery a lancé une offensive puissante et bien préparée. La bataille, à laquelle prennent part des détachements français, est meurtrière. Le 4 novembre, le front craque, la victoire est totale. Churchill avait fait de cette victoire une condition de la réussite du débarquement, et le 8 novembre au matin, l'opération Torche est en cours. 204 navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. À Oran, où sont parachutés des hommes, les circonstances sont analogues. Torche, enfin, a aménagé au contact direct des armées de l'Axe une plateforme pour l'invasion de l'Italie et le débarquement en Provence. Après avoir pris le contrôle de l'Afrique du Nord, les Alliés étudient plusieurs façons de traverser la Méditerranée. Le 9 janvier 1943, Churchill et Roosevelt choisissent. Ce sera la Sicile. Selon le Premier ministre britannique, l'île est l'endroit idéal, le bas-ventre mou de l'Axe, comme il se plaît à le dire. De leur côté, les puissances de l'Axe s'inquiètent. Par où l'ennemi va-t-il attaquer ? D'après les principaux responsables, la Sicile est la cible la plus probable, mais il ne faut pas négliger la Sardaigne et la Grèce. Le doute s'installe chez les généraux allemands et italiens. Dans leur sous-sol londonien, Montagu et Cholmondeley sont informés de la décision de Churchill et de Roosevelt. Ils commencent donc à réfléchir à un plan qui guiderait les nazis sur une fausse piste. Mais comment faire ? Ils se souviennent alors du plan proposé dans le mémo de la truite, la fameuse suggestion 28. Immédiatement, les deux espions rédigent une première mouture du scénario. Un cadavre déguisé en soldat s'échouerait sur la côte méditerranéenne, avec sur lui des documents confidentiels sur un débarquement allié à venir en Sardaigne et en Grèce, bien sûr. Pour les espions, une autre question se pose. Où larguer le corps ? Rapidement, ils se fixent sur l'Espagne de Franco. Ce pays n'est pas loin du front ouvert en Afrique du Nord et surtout, l'Espagne est officiellement neutre dans le conflit. Officiellement, car c'est une fable. On sait bien que les dirigeants espagnols sont en contact étroit avec les nazis et que le régime d'Hitler ne déplaît pas Franco. Les Anglais en sont donc persuadés. Si une information secrète, crédible évidemment, arrive dans les mains des Espagnols, elle sera transmise à Berlin. Quelques jours plus tard, le 17 janvier 1943, Cholmondeley et Montagu présentent l'idée aux autres membres du comité. Un extrait du film The Man Who Never Was, inspiré en 1956 par l'opération et écrit par Ewen Montagu lui-même, nous dévoile ce moment très particulier. Je vais vous résumer l'idée du plan. Le corps d'un homme habillé en officier sera largué depuis un sous-marin dans la mer sur la côte espagnole vers Huelva. Sur le corps se trouveront des documents top secrets, des lettres suggérant que le débarquement aura lieu en Grèce, pas en Sicile. Le corps dérivera, sera récupéré. On pensera que c'est le corps d'un officier dont l'avion s'est abîmé en mer. À la fin de la présentation, Ewen Montagu propose un nom de code à l'humour macabre. Opération Mincemeat, traduisez chair à pâté. Les responsables du comité Double Cross sont conquis, le plan est validé. Bien. Maintenant, première étape. Il faut trouver un cadavre récent et peu abîmé, celui d'un homme relativement jeune. À la mi-janvier 1943, Montagu et Cholmondeley contactent un médecin légiste dans un hôpital de Londres. Leur requête est particulière.
il cherche le corps d'un trentenaire sans commotion ni fracture majeure. Quelques jours plus tard, le légiste rappelle Montagu. Il vient de recevoir le corps d'un clochard d'origine galloise, sans famille proche, hormis son père, Winder Michael. L'homme de 35 ans vient de mourir dans un faubourg de la capitale, seul, sans un sou, d'une pneumonie suite à un empoisonnement, comme le montre cet extrait du film The Man Who Never Was. Il est mort quand? À 3 heures ce matin. Pneumonie? Bronchopneumonie. Est-ce qu'il a d'autres proches à part le père? Je ne crois pas. Il était fils unique et sa femme est morte. Est-ce que son père est là? Il vous attend. Vous attendez là. Je préfère m'en charger seul. Montagu inspecte le cadavre. L'homme est grand, jeune, parfait, il fera l'affaire. Le corps est réquisitionné, puis conservé sous scellé dans une chambre froide. Tout doit être prêt pour fin avril. Les espions ont donc 3 mois pour créer de toutes pièces l'identité du militaire. C'est que, pour que la ruse fonctionne, il faudra que le cadavre ait sur lui non seulement des informations confidentielles, mais aussi tous les effets personnels qu'un soldat emporte avec lui sur le front. Montagu et Cholmondeley se transforment en scénaristes. Oui, assis dans leur petit bureau, les 2 hommes commencent à dessiner leurs personnages. D'abord, ils arrêtent sur un nom passe-partout. Ce sera William Martin. Il serait né à Cardiff en 1907. Comme sa mission est censée être délicate, il faudra qu'il ait un grade élevé, oui, mais pas trop important non plus, toujours ce souci d'être crédible. On décide donc qu'il sera major de la Marine royale. Ensuite, il faut réfléchir à la partie la plus délicate de l'opération finalement. Sous quelle forme devront apparaître les informations concernant le débarquement ? Vu le rang du major William Martin et la chaîne de commande au sein de l'armée britannique, il serait illogique qu'il transporte des ordres de mission ou des plans de bataille. Non, les indices seraient trop évidents pour les Allemands. Montagu et Cholmondeley décident donc que ces informations se trouveront dans la correspondance privée entre 2 généraux. Ainsi, entre les bavardages amicaux, mine de rien, on glissera des éléments concrets sur la stratégie militaire en cours. Pour insister sur l'importance du courrier, on décide que la lettre sera transportée dans une mallette reliée au soldat par une chaîne. Pendant des jours, on cherche les bonnes tournures, les bonnes anecdotes pour que la lettre soit la plus crédible possible. En voici un extrait. Mon cher confrère, je profite de t'envoyer une lettre personnelle pour t'exposer les dessous de nos échanges de câbles récents à propos des opérations en Méditerranée et des plans de diversion correspondants. Nous avons récemment appris que les Boches renforçaient leur défense en Grèce et l'état-major a considéré que nos forces étaient insuffisantes pour l'assaut. On a donc convenu que la 5e division devait recevoir le renfort de brigade pour le débarquement sur une plage à Araxos, en Grèce. Le général Wilson a proposé de choisir la Sicile comme cible de diversion pour l'opération. Bonne chance et bien à toi. Le plan général de Mince-Smith doit donc non seulement détourner les Allemands de la véritable cible, la Sicile, mais il doit aussi présenter cette même cible comme une diversion, un leurre. Du billard à 3 bandes, ou 4, comme vous voulez, mais là est bien le but de la manœuvre. Faire croire aux Allemands que la Sicile est une diversion alors qu'elle est la cible réelle. D'ailleurs, lorsque l'ennemi découvrira les véritables préparatifs en prévision du débarquement en Sicile, il continuera à croire qu'ils font partie de la diversion. Pour autant, le travail autour du major Martin n'est pas terminé. Désormais, il faut lui inventer une vie privée, oui, un passé, une personnalité à son personnage. Alors, qui est-il, ce William Martin ? Au début de l'année 43, une poignée d'espions britanniques travaille donc secrètement à la création d'un soldat fictif, le major William Martin. Après avoir rédigé une lettre entre 2 généraux contenant quelques détails sur le débarquement à y venir, il s'attelle à la construction de sa vie privée. Pour que le stratagème fonctionne, en effet, le major devra, comme n'importe quel soldat, transporter ses effets personnels. Lettres de la famille, de sa compagne, photos, enfin que sais-je encore. Toujours est-il
que pendant des jours, Cholmondeley et Montagu définissent ses goûts, ses passions, ses habitudes, ses passe-temps, ses talents et ses faiblesses, et peu à peu, les contours biographiques se précisent. Ainsi, le Major Martin serait un enfant de bonne famille, un homme intelligent, brillant même, mais étourdi. On l'imagine solitaire, amateur de théâtre et de danse, romantique, extravagant. Côté famille, il aurait perdu sa mère, Antonia, il y a peu. Son père, John, lui, est du genre vieille école, anxieux, autoritaire. Voilà pour le contexte familial. Grâce à ces éléments, les deux espions rédigent une lettre de John, son père donc, au style caractéristique de l'Angleterre bourgeoise des années 10. Hôtel du Lion Noir, le 13 avril 1943. Mon cher William, je ne peux pas dire que cet hôtel soit aussi confortable qu'il ne l'était dans mon souvenir d'avant-guerre. J'y suis descendu car c'est la seule solution. Je ne voulais pas m'imposer une fois encore à ta tante. J'envisage de rester en ville les nuits du 20 et 21 avril, puisque nous aurons certainement l'occasion de nous voir. J'ai demandé à notre ami et banquier de déjeuner avec moi au Carlton, à 1h moins le quart, le mercredi 21. Je serais ravi que tu puisses te joindre à nous. Nous ne t'attendrons pas, donc je suppose que si tu parviens à te libérer, tu t'efforceras d'être ponctuel. Affectueusement, Père. Après la partie familiale, place à la vie amoureuse. On octroie au soldat imaginaire une petite amie qu'on appelle Pam. On la dessine jeune secrétaire, enthousiaste, jolie, mais discrète. Cholmondeley et Montagu élaborent une histoire d'amour typique de la guerre. Ainsi, il est décidé qu'il l'aurait rencontrée 5 semaines plus tôt et qu'il venait tout juste de la demander en mariage. D'ailleurs, on mettra dans une poche du major une facture de la bague en diamant qu'il lui aurait offerte pour l'occasion. Voilà. Le tableau est complet. D'un côté, le héros fringant parti au loin faire son devoir, de l'autre, l'héroïne ingénue qui l'attend patiemment. Ainsi, Pam lui écrirait de longues lettres d'amour exaltées, remplies du frisson tragique de l'amour sous les bons. Au sein du comité Double Cross, une employée dénommée Anne Holloway s'occupe de rédiger la correspondance. Mon amour, tu m'écris des lettres tellement divines. Mais quelles sont ces allusions à propos d'être envoyé quelque part ? Évidemment, je ne dirai rien à personne. Je ne le fais jamais quand tu me dis des choses. Ce n'est pas à l'étranger, n'est-ce pas ? Parce que je ne le tolérerai pas. C'est impossible. Dis-leur de ma part. Mon amour, pourquoi nous sommes-nous rencontrés pendant la guerre ? Comme c'était idiot. S'il n'y avait pas la guerre, nous serions déjà en train de choisir les rideaux. Mon très cher Bill, j'aime tellement ma bague. Scandaleusement extravagante. Je n'arrive pas à en détacher les yeux. Avec tout mon amour, Pam. Comme tout bon soldat amoureux, William Martin devra transporter avec lui une photo de sa bien-aimée. Mi-février, Ewen Montagu repère dans les bureaux du comité Double Cross une jolie secrétaire d'à peine 20 ans. Elle s'appelle Jean Leslie. Elle est mise dans la confidence, puis elle remet une photographie récente. Et on la voit au bord de la mer en maillot de bain, les cheveux mouillés, un sourire aux lèvres. L'image est d'ailleurs plutôt osée pour l'époque. Mais pour les deux espions, précisément, elle est parfaite. Cholmondeley et Montagu jubilent. Après 3 mois de travail, tous les documents sont prêts. William Martin n'a plus aucun secret pour les deux espions de la salle 13. Ils le connaissent par cœur. Il est leur enfant, leur collègue, leur alter ego. Le 13 avril 1943, à 10h30, lors d'une réunion des chefs d'état-major, l'opération Mincemeat est approuvée. 2 jours plus tard, le 15 avril au matin, le scénario est présenté à Winston Churchill en pyjama. Cigare à la main, le Premier ministre se régale. Plus un plan de désinformation est déconcertant, mieux c'est, dit-il. Il donne donc son feu vert. 5 jours plus tard, le 18 avril, arrive enfin le moment de l'assemblage. On sort le cadavre de la chambre froide, on lui enfile l'uniforme, on glisse dans ses poches sa pièce d'identité, les lettres de son père et de Pam, ainsi que la photo de la jeune femme. Le courrier qui contient les informations secrètes, lui, est placé dans une mallette qu'on relie au corps par une chaîne, comme prévu. Enfin, on lui passe un gilet de sauvetage. Et voilà, le tour est joué. Ne reste plus qu'à transporter le corps jusqu'à Glasgow avant de l'embarquer dans un sous-marin direction l'Andalousie. En début de soirée, Cholmondeley et Montagu font mettre le corps dans un coffre rempli de neige carbonique avant de le charger dans une camionnette banalisée.
Celle-ci sera conduite par un célèbre pilote de course, Chuck Horsfall. Le lendemain, 19 avril, au petit matin, les 3 hommes et le chargement quittent Londres, direction l'Écosse. Après 650 km de route, en milieu d'après-midi, ils arrivent sur une plage près de Glasgow. Le coffre est alors sorti du camion, puis chargé dans un sous-marin, le HMS Seraph. Le moment est solennel pour Cholmondeley et Montagu. Leur travail actif concernant l'opération est terminé. Ils rentrent à Londres, d'où ils suivront la suite des événements. Le sous-marin britannique rejoint la profondeur et met le cap vers le sud. Le 29 avril 1943, après 10 jours de mer, le HMS Seraph arrive au large de Huelva. Discrètement, il remonte à la surface. On sort le cadavre de son coffre, puis on le dépose dans l'eau. Côté britannique, on croise les doigts. Un câble secret est envoyé, on y lit Mincemeat et largué. Le lendemain, le corps du major Martin est récupéré par le jeune pêcheur andalou avant d'être confié aux autorités espagnoles, puis déplacé jusqu'à la morgue de Huelva. Dans la petite salle mortuaire, les militaires espagnols respectent le protocole officiel et font venir le vice-consul britannique en poste en Espagne, Francis Hazelden. Quelques jours plus tôt, celui-ci a été mis au courant de l'opération par Montagu, en tout cas dans ses grandes lignes. Son rôle est donc délicat, car il doit tout faire pour que les Espagnols s'emparent de la fameuse enveloppe tout en montrant son intention de la récupérer. Peu après, les affaires du major Martin sont sorties puis examinées. Grâce aux diverses dates présentes sur les courriers, les Espagnols imaginent que l'officier est mort quelques jours auparavant, disons autour du 24 avril. La mallette est ouverte, l'enveloppe est sortie, inspectée, mais elle reste close. Les Espagnols sentent que le document est important. Alors, ils ne le rendent pas tout de suite à Hazelden. Le lendemain, 1er mai, une autopsie est réalisée par un médecin de Huelva et le verdict est sans appel. Le jeune officier britannique est tombé à l'eau alors qu'il était encore vivant. Il ne présente aucune trace de coup et se noya par asphyxie provoquée par l'immersion. Le corps est resté dans l'eau pendant 8 à 10 jours. Dans les jours qui suivent, les autorités britanniques envoient en Espagne une série de messages de plus en plus pressants pour savoir où se trouve la mallette du major Martin. De son côté, le vice-consul Francis Hazelden continue de jouer son rôle, celui d'un fonctionnaire épuisé qui fait tout, mais alors tout pour mettre la main sur les documents. Et très vite, l'intérêt grandissant pour cette fameuse mallette arrive aux oreilles des agents de renseignement allemands implantés dans la région. Ils veulent à tout prix savoir pourquoi les Anglais semblent si agités. Voilà, c'est bon. L'appât fonctionne, la curiosité des nazis est attisée. Il faut donc pression sur les officiers espagnols en charge du dossier pour récupérer les fameux documents. 5 jours après la découverte du corps, le 5 mai 43, c'est chose faite. Un officier d'état-major espagnol insère une fine tige de métal dans l'enveloppe, puis extirpe la lettre sans laisser de traces. Il la déplie, la prend en photo, puis la remet là où elle était. Il envoie ensuite les négatifs aux services secrets allemands. Le 11 mai, la mallette est remise au vice-consul Hazelden. Et bien sûr, celui-ci feint son soulagement dans un télégramme envoyé à Londres. Lorsqu'il découvre le contenu du courrier, les espions nazis sont stupéfaits. Les Alliés projettent de traverser la Méditerranée depuis leur position nord-africaine, puis d'attaquer la Grèce ainsi que la Sardaigne. L'information remonte vite jusqu'à Berlin. Et Hitler décide d'agir. Il ordonne de déplacer dans la précipitation une Panzer-Division vers le Péloponnèse, ainsi que des milliers de soldats en Sardaigne. Le commandement de la Wehrmacht panique. De nombreux messages codés sont envoyés entre les différents services de renseignement. Le 14 mai 1943, l'un de ces messages est déchiffré par des agents britanniques. Priorité absolue doit être donnée aux mesures à prendre en Sardaigne et dans le Péloponnèse. Voilà, les Anglais le savent maintenant. Les nazis ont cru au mensonge de Mincemeat, donc l'opération a réussi. À Londres, Montagu et Cholmondeley exultent. Dans la foulée, ils envoient un télégramme à Winston Churchill. On peut y lire « Mincemeat a avalé la canne, la ligne et le plomb ». La totale, quoi. Au même moment, le faux soldat anglais est finalement enterré avec les honneurs au cimetière de Huelva, face à la mer qu'il avait vu s'échouer. Le 9 juillet 1943, un peu plus de 2 mois après la découverte macabre du jeune pêcheur andalou, les forces britanniques et américaines traversent la Méditerranée. Les actualités américaines racontent l'événement. Depuis les côtes nord-africaines, le commandement des forces alliées a lancé la plus grande opération militaire amphibie de l'histoire.
L'invasion de la Sicile. Depuis les ports, l'armada navale est en route. Des navires battant pavillon britanniques et américains. Derrière les canons des éclaireurs, des bateaux de combat, des destroyers. Le convoi traverse la Méditerranée. Alors qu'en Sardaigne et en Grèce, rien à signaler. Les Allemands comprennent qu'ils se sont fait berner. Un mois plus tard, le 17 août, les Alliés prennent le contrôle de la Sicile. En tout, on estime que les 400 000 soldats anglais et américains ont combattu contre seulement 65 000 soldats allemands. Aujourd'hui encore, sous le soleil de Huelva, la tombe du major William Martin est visible dans le petit cimetière de la ville. Et régulièrement, elle est entretenue par les autorités. On peut y lire d'ailleurs William Martin, né le 29 mars 1907, mort le 24 avril 1943, fils bien-aimé de John et Antonia Martin, de Cardiff, Pays de Galles. Dulce decorum et pro patria mori. Expression utilisée parfois en français, tirée d'une strophe du poète Horace qui signifie « Il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie, qu'il repose en paix ». En 1997, 54 ans après l'opération, on ajoute au bas de la pierre tombale Grinder Michael a servi en tant que William Martin. Désormais, ce Gallois mort dans la misère d'un faubourg londonien qui n'avait jamais quitté la Grande-Bretagne a lui aussi sa place dans l'histoire. Il est à la fois l'acteur principal et le grand absent de cette opération. Mincemeat, héros et pantin désarticulé d'un scénario de guerre très perfide Albion, tellement inventif, tellement audacieux. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Mincemeat, dont nous allons continuer de parler avec notre invité Vonique de Noël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, éditeur et spécialiste du renseignement. Vous êtes notamment l'auteur du livre intitulé Mémoires d'espions en guerre 1914-1945, paru l'an dernier aux éditions du Nouveau Monde. Je voudrais aussi signaler le livre de Ben McIntyre, Opération Mincemeat, sorti lui aux éditions XL. Et je vous propose de remonter à l'année 39, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale. À quoi ressemble le monde du renseignement? Il paraît beaucoup plus artisanal qu'aujourd'hui. Artisanal, c'est le mot en effet. Les services de renseignement dans le monde occidental sont essentiellement des services militaires, constitués de quelques centaines, au plus quelques milliers de personnes. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va assister à une véritable industrialisation, c'est-à-dire que les effectifs vont tout d'un coup exploser. Donc, en Grande-Bretagne, on a le MI5 qui s'occupe de la sécurité intérieure et le MI6 qui s'occupe logiquement de l'espionnage à l'extérieur. À vrai dire, le MI6 au début de la guerre est en assez petite forme. Ils sont eux-mêmes victimes d'une opération de manipulation et d'intoxication par les services allemands, puisque deux officiers du MI6 se laissent convaincre qu'ils vont pouvoir rencontrer des représentants de l'opposition à Hitler, d'une opposition mal définie. Et donc, ils se rendent dans la ville de Venlo, aux Pays-Bas, près de la frontière allemande, et là, ils se font tout simplement capturer. C'était une fausse opposition, c'était en réalité les services de sécurité du Reich, qui évidemment sont très contents de cette prise. Donc, petite humiliation, même grosse humiliation pour le MI6, et à ce moment-là, Churchill, très mécontent, décide de la création d'un nouveau service qui va en quelque sorte pallier les insuffisances du MI6, c'est le SOE, le Special Operations Executive, qui a pour tâche de mettre le feu à l'Europe, c'est-à-dire opérations spéciales, parachutage, attentats, soutien aux différents mouvements de résistance. Soutien d'ailleurs aux résistants tchèques qui avaient assassiné Heinrich, hein. Par exemple. Tout à fait, et Yougoslavie, enfin, en gros, l'idée est vraiment d'intervenir dans toute l'Europe occupée par les nazis. Et là, c'est la dimension de l'héroïsme qui entre en jeu. Il y a une frime mystique de l'espion anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. J'imagine que ça n'emprunte pas au fantasme, mais à la réalité. Oui, en réalité, justement, la tradition des services de renseignement, sont plutôt donc des services militaires, et les qualités du bon militaire sont pas spécialement des qualités d'imagination et d'inventivité. Et donc, ce qui va distinguer les Anglais pendant cette guerre, c'est qu'un certain nombre d'entre eux vont réussir à imposer avec Churchill l'idée qu'il faut casser les manières traditionnelles de procéder, et justement il faut arriver à surprendre l'ennemi, y compris par les procédés les plus inattendus. Notamment l'opération Fortitude, avec les chars en plastique gonflable, les leurres incroyables avant le débarquement, ça en fait partie. Fortitude, en fait, c'est le passage, l'industrialisation de ce qui a été fait avec Mincemeat en 1943, c'est-à-dire qu'en 1944, l'idée c'est que les Allemands ne vont pas se laisser avoir à nouveau avec une seule opération, et donc on va conduire des dizaines d'opérations
opération pour les convaincre qu'effectivement le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. C'est une question, je dirais, de culture, parce que à la base, tout ce qui est intoxication, stratagème, ça vient essentiellement de la culture chinoise. Ça commence avec Sun Tzu, mais il y a des dizaines d'autres auteurs qui ont développé là-dessus. Vous avez également la métisse chez les Grecs. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu perdu. Ce qui fait que les Britanniques vont être très créatifs pendant cette Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on va laisser effectivement s'exprimer des personnalités hors du commun qui ont une très grande culture historique. C'est-à-dire qu'ils vont tous chercher des exemples dans l'histoire ancienne notamment, et donc ils transposent dans la guerre moderne ce qu'ils ont appris en lisant les Grecs, les stratèges chinois, etc. Alors évidemment, ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'audace. D'ailleurs, c'est le mot-clé pour toutes ces actions du MI5 et 6 et de ce service d'opération, le SOE, partout en Europe. Donc l'audace, quelles étaient les chances de réussite de cette opération qu'on vient de raconter? Alors on sait que ça a réussi, mais les chances, elles étaient minimes ou tout ça était si bien ficelé qu'on pensait que ça allait marcher? Alors effectivement, la clé du succès, c'est la très grande minutie, c'est-à-dire que cette opération est construite comme un scénario hollywoodien. Complètement. Ou aujourd'hui comme un scénario de série, c'est-à-dire avec un grand nombre de personnes qui vont tous travailler dans le même sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début 41, Churchill met en place la London Controlling Section, qui est un organe de coordination entre les différents services, qui détermine les plans d'intoxication ennemis qu'ensuite vont appliquer chaque corps d'armée, chaque service secret. Alors, pour répondre à votre question, c'est très très difficile, mais on va risquer un avis personnel, je dirais, entre peut-être une chance sur 3, une chance sur 4, parce qu'il y a énormément de paramètres. C'est-à-dire que même si la préparation est quasi parfaite, les courants auraient pu mener le corps ailleurs, les destructions auraient pu faire que les messages étaient illisibles. Enfin, il y avait énormément de paramètres qu'on ne pouvait pas maîtriser. D'ailleurs, le sous-marin qui dépose le corps a failli ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il se fait tout d'un coup bombarder, non pas par les Allemands, mais par des avions anglais qui ont cru que c'était un sous-marin allemand. Donc on voit qu'il y a toujours des impondérables dans ce genre d'histoire. Et puis aussi, on a en face des gens pas complètement idiots, malheureusement, les nazis. Que valent leurs services secrets à eux? Alors, il y a beaucoup de gens de valeur dans ces services secrets, mais le gros problème des services secrets nazis, c'est la très grande diversité de services et le manque de coordination. En fait, Hitler organise une sorte de compétition interne. Donc, vous avez l'Abwehr, qui est le service de renseignement militaire, qui devrait être normalement la clé de voûte de tout ça, qui elle-même est en concurrence avec le RSHA, qui est le service de sécurité du Reich, qui regroupe plusieurs services secrets de police comme la Gestapo ou le SD. Et puis ensuite, vous avez des services liés à chaque armée. Vous avez des services de la marine, vous avez des services de l'armée de l'air, vous avez des services... Bon, c'est la cacophonie, c'est la grande concurrence. Et l'autre aspect, c'est que même quand des renseignements de valeur remontent à Hitler, soit Hitler les trouve valables et c'est formidable, vous êtes promus, soit Hitler les trouve pas valables, et à ce moment-là, même s'ils sont vrais, on dit à ceux qui les ont trouvés, mais vous dites n'importe quoi, c'est le Führer qui a raison. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Allemands sont plutôt bons en renseignement avant et au début de la guerre, et ensuite ils ont de tels succès militaires que c'est l'hubris, ils considèrent de toute façon ils sont très forts militairement, donc ils n'ont pas besoin d'investir énormément, ce qui leur coûtera très cher d'ailleurs sur le front russe où ils se feront complètement balader par les Russes. On se retrouve dans 3 minutes, Yvonnick de Noël, pour parler de l'espionnage en temps de guerre. Hip-hop chanté James Bond, d'ailleurs on l'a dit, Ian Fleming a fait partie de l'histoire de ce génie britannique pendant la Seconde Guerre mondiale en termes de services secrets en temps de guerre. On a dit Fortitude, c'est un nom générique de tout un tas d'opérations, et on peut le dire, ça a vraiment facilité grandement, peut-être que c'est même la clé de la réussite du débarquement de 44. Oui, ce débarquement était très difficile et il était absolument nécessaire de convaincre les Allemands de masser pas mal de troupes dans le Pas-de-Calais plutôt qu'en Normandie. Donc effectivement, quand on parle de Fortitude, ça recouvre des dizaines d'opérations. Alors il y a des opérations un peu comiques, par exemple, on engage un sosie
fusil de Montgomery, oui. Et on le promène en Afrique du Nord. Donc évidemment, si Montgomery est en Afrique du Nord, c'est que le débarquement va pas avoir lieu demain. On crée un faux groupe d'armées que l'on installe dans le sud-est de l'Angleterre, donc juste en face du Pas-de-Calais. On crée un faux port énorme à Douvres avec des inaugurations par des officiels, des discours, etc. Tout ça est complètement bidon. Et donc pour rendre encore plus crédible ce faux groupe d'armées américain, on publie des nouvelles dans la presse de petits accrochages. On dit que la population ne veut plus laisser sortir les jeunes filles parce que il se passe des choses pas très bien. On publie à l'inverse des bans annonçant des futurs mariages. Enfin bref. On crédibilise au maximum cette présence d'un groupe d'armées et on crée un trafic radio monstrueux avec des centaines d'opérateurs radio qui toute la journée émettent tous les messages typiques d'une armée au quotidien, des problèmes d'intendance, des problèmes de discipline, etc. Et évidemment, les Allemands sont à l'écoute, et même si ces messages sont codés, ils arrivent à en décoder certains, et de toute façon, le simple volume d'activité permet de crédibiliser tout ça. Et en plus de ça, il y a des opérations dont on a déjà parlé, comme par exemple faire courir le bruit chez des réseaux de résistants dont on sait qu'ils sont infiltrés par les Allemands, que le débarquement va avoir lieu à telle date. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un ensemble, et c'est cet ensemble de données qui arrive à convaincre les Allemands qu'effectivement le plus probable c'est un débarquement dans le Pas-de-Calais. Alors rapidement, après la guerre proprement dite, il y a eu la guerre froide. Est-ce que le KGB a été aussi très imaginatif dans sa mission de 1945 à 1989 ? Alors la Russie est effectivement un pays qui a une culture du renseignement très importante, et le KGB a été tentaculaire, c'est-à-dire qu'il sort de la guerre avec plusieurs dizaines de milliers d'agents, et ça va ne faire que se renforcer au cours de la guerre. Donc effectivement, déjà leur grand principe, c'est d'infiltrer dans les pays occidentaux des agents, ou de recruter des agents à un niveau très jeune, dans des universités par exemple, et en pariant sur le fait qu'ils vont, en grandissant, faire carrière et atteindre des postes intéressants. Ça veut dire aussi des agents aux États-Unis, des agents qui vont s'installer aux États-Unis, qui vont se marier aux États-Unis, qui vont faire des enfants aux États-Unis. Bref, l'idée c'est qu'on a énormément de personnel et qu'on peut l'investir, le placer sur le terrain et puis voir qui devient utile dans les années suivantes. Bon, on aurait pu aussi parler du Mossad, des services secrets israéliens lors de leur guerre contre les Palestiniens et certains pays arabes. On n'a pas le temps. J'en renvoie nos auditeurs à la lecture de votre livre, Yvonique de Noël, Mémoire d'espions en guerre, de 1914 à 1945, aux éditions Nouveau Monde. C'est passionnant, et je voudrais également citer le livre de Claude Quetel, Les opérations les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. On croise certaines de ces histoires, dont celle-là résumée en quelques pages, mais également quoi de plus fou, de plus extraordinaire que d'envisager de lâcher, par exemple, sur le Japon, 1 million de chauves-souris, lestés d'une charge incendiaire, alors même qu'on prépare la bombe atomique, d'empoisonner des pâtures du Reich avec le bacille de charbon. Enfin voilà, beaucoup d'histoires, parfois inconnues et tout à fait étonnantes. Merci infiniment, Yvonique de Noël. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'opération Mincemeat.